Comme nous allons parler à des spécialistes de la taille de pierre, que sont les francs-maçons, entre autres, même si c'est symbolique, qu'est-ce qu'on apprend à l'Institut national de gémologie? Ce qu'on apprend, c'est à faire la différence à reconnaître les pierres, parce qu'il y a une soixantaine de familles de pierres, donc une soixantaine de familles de pierres sur des milliers de minéraux qui ne sont pas utilisés dans la gémologie parce qu'ils ne sont pas taillables ou pas durables hein, dans le temps. Et donc, on apprend à connaître d'abord tous ces minéraux, ces familles de minéraux utilisés en bijouterie et en orfèvrerie, et on apprend à les différencier des imitations. Dans les imitations, il y a non seulement le verre, le plastique, mais il y a aussi les pierres synthétiques qui sont identiques du point de vue chimique et du point de vue physique des pierres naturelles qu'elles imitent. Donc, vous avez du diamant synthétique, vous avez des imitations du diamant qui sont tout à fait autre chose que du diamant et qui peuvent être des pierres naturelles, comme quelquefois les topazes ont été utilisés à la place de diamant, du cristal de roche, et puis d'autres pierres qui sont incolores. Oui, Mais très donc, bien. on apprend les familles de pierres, comment les reconnaître, quelles sont leurs caractéristiques, et toutes les imitations avec lesquelles elles peuvent être comparées. Et j'aimerais que vous nous disiez un petit peu comment ça se passe dans vos voyages. J'ai fait quelques voyages parce que je voulais voir d'où venaient les pierres. Je rêvais d'aller dans les mines, donc j'y suis allée, mais je suis allée en Asie et sur le continent sud-américain. Et là, les voyages se passent à partir du moment où on connaît quelqu'un qui peut vous amener sur les mines, parce qu'on ne va pas sur les mines comme ça avec son sac à dos. Donc, c'est une question de relation avec des personnes qui sont bien introduites dans les mines. Ceci pour le continent sud-américain. En Asie, on y va plus facilement parce que c'est très artisanal et que ce sont des familles entières qui travaillent, qui creusent, qui remontent des cailloux, qui les trient. Voilà, c'est tout à fait une autre chose. Je parle pas de l'Afrique ni même de la Russie où maintenant ce sont des énormes engins qui labourent la terre, si je peux dire, le sol, et qui extraient des quantités de gravier qui sont ensuite triées. Parmi les stars des pierres précieuses, on a bien sûr les diamants, les saphirs, les émeraudes et les rubis. Les émeraudes, ce que j'aimerais, c'est que vous nous précisiez un petit peu les pays où on les trouve plus spécialement. Et j'ai cru comprendre que pour les émeraudes, vous êtes allé en Colombie. Oui, exactement. De toute façon, depuis le XVe siècle, depuis l'époque des conquistadors, des Espagnols et des Portugais qui sont allés sur le continent sud-américain, les plus belles émeraudes proviennent justement de Colombie. Mais auparavant, il existait des mines d'émeraudes en Égypte. Du reste, les mines du roi Salomon, enfin, qui sont des mines mythiques. On peut dire que c'est des mines mythiques, mais on dit quand même, il y avait des mines d'émeraudes en Égypte, mais elles étaient très givreuses et c'était pas des belles qualités, mais c'était Ça veut, des émeraudes. ça veut dire quoi, très givreuse? Très givreuses, ça veut dire qu'elles avaient comme du givre sur une fenêtre, c'est-à-dire qu'elles n'étaient pas transparentes et D'accord. qu'elles comportaient des inclusions, c'est-à-dire des défauts naturels ou des petits cristaux d'une autre nature qui existaient avant que l'émeraude se forme et qui ont été absorbés par la matière lors de sa croissance. En Égypte, il y avait beaucoup de turquoise aussi. Alors, les turquoises, non, théoriquement, les turquoises, leur nom vient de la Turquie, qui n'a jamais fourni des turquoises. Les turquoises viennent d'Iran. Il y a pas D'accord. ils viennent d'Iran et les Égyptiens utilisaient des turquoises. Effectivement, ils aimaient beaucoup les turquoises, mais elles provenaient pas de chez eux. C'était des expéditions, Oui, c'était voilà, le commerce. c'était le commerce. La couverture de votre ouvrage, que l'on verra d'ailleurs pendant que nous parlons, c'est un saphir étoilé et qui est assez extraordinaire. Ça, il vient d'où? Alors, il vient de Ceylan, de ce qu'on appelait l'île de Ceylan, qui s'appelle le Sri Lanka maintenant. Et c'est le pays qui produit le plus de saphirs.
en quantité en tout cas. Et Mhm. ce saphir a été trouvé assez récemment. Et c'était un gros bloc, je ne me souviens plus du poids brut, puisque vous savez, il n'est pas né comme ça, tout bombé et tout 1404. étoilé. Comment? 1404 carats. Voilà, c'est ça. Ça fait combien de grammes, ça, 1404 Alors carats? le carat représente 0,20 grammes. Un gramme, c'est 5 carats, pour faire court. D'accord. Ce Oui. saphir a donc il contenait des inclusions. Des inclusions, j'ai expliqué ce que c'était, mais je reprends. Les inclusions, c'est ce qui est à l'intérieur de la pierre, qui sont des défauts naturels ou d'autres minéraux qui précédaient la croissance du minéral dont on parle. Donc ce saphir-là contenait des aiguilles de rutile. Les aiguilles de rutile, c'est un autre minéral qui ont la caractéristique d'être très fines, comme des aiguilles, mais très très Mhm. fines, et de se placer sur des plans superposés suivant l'hexagone qui est la forme naturelle des saphirs. Donc quand on trouve des saphirs comportant ces aiguilles qui se superposent en suivant l'hexagone et qu'on a une épaisseur assez grande, on le taille en boule, en cabochon, plus Mhm. exactement, et ça fait apparaître l'étoile à 6 branches. Oui, c'est ce qu'on voit sur la couverture. Et Ah, cabochon, pourquoi cabochon? cabochon parce que c'est la tête, la Oui, caboche. d'accord. Oui, dans Excusez-moi. votre ouvrage, vous faites des relations avec tout ce qui est psychologique et voire irrationnel. On parle des talismans, des couleurs et de l'astrologie. Moi qui suis aussi éditeur, je sais que dans l'édition, on n'aime pas le vert et j'aimerais bien que vous nous en parliez un petit peu de tous ces comportements un peu irrationnels. Alors, vous touchez justement à un sujet qui m'a préoccupé pendant longtemps, parce que j'ai écrit un chapitre qui s'appelle Envers et contre tout. C'était un peu un jeu de mots, mais c'est parce que j'avais publié mon premier livre sur les pierres, s'appelle Pierre de rêve, et je voulais mettre sur la couverture un cristal d'émeraude, parfait, parce qu'il était vraiment magnifique. Et on m'a dit jamais sur une couverture, pas de verre, ça porte malheur. Et il se trouve que ma grand-mère supportait pas de me voir en verre, que mon premier employeur ne supportait pas de me voir en verre, et que ça commençait à m'agacer parce que j'aimais beaucoup le verre. Donc je me suis mis à la recherche de cette phobie du verre. Et j'ai réussi à trouver l'explication un jour à la bibliothèque du Val-de-Grâce, qui était ouverte au public un dimanche. Et j'y suis allée. Il y avait absolument personne sauf de vieux monsieur qui attendaient les visiteurs et qui m'ont dit qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? J'ai dit bah, écoutez, j'ai un sujet que j'aimerais bien élucider. Et je voudrais savoir d'où vient cette phobie du verre. Ah, ils m'ont dit c'est pas difficile. Le verre était obtenu par de l'arsenic. C'est une teinture à l'arsenic. Et lorsque les costumes des comédiens étaient teints en verre, qu'ils étaient sous les projecteurs, pas sous les projecteurs, mais sous la chaleur des bougies et de l'émotion du théâtre, ils transpiraient et la couleur, l'arsenic transperçait la peau et les tuait. Et du reste, on dit que Molière est mort le Sur jour de scène. sa mort. Il est mort sur scène avec son costume vert. Donc voilà, D'accord. d'où vient cette explication, c'est-à-dire que ça a été dévié de son sens initial. C'est une croyance qui remonte au théâtre. Vous avez publié plusieurs ouvrages sur la gémologie. Vous avez le guide des pierres de rêve, Initiation à la gémologie, Minéraux et pierres de collection, Ah le oui, je ne l'ai pas fait dictionnaire. tout. Oui, Vous êtes- les minéraux et pierres de collection, c'est collectif, hein. J'ai D'accord. Oui, participé à ben, d'autres il y en ouvrages. a vous avez écrit toute seule, d'autres c'est collectif. Le Oui, dictionnaire international du bijou, oui, et puis l'art de la haute joaillerie Van Cleef et Arpels, oui. et puis même en italien, Il libro delle pietre preziose chez Milano éditeur. Ça, c'est une Euh, traduction. c'est une traduction, d'accord. Oui. Alors, la question c'est quel a été le hit parade? Quels sont les titres qui ont le mieux fonctionné, qui ont le plus passionné vos lecteurs? Écoutez, je crois que Pierre de Rêve est toujours recherché. Oui, C'est un petit ouvrage qui est toujours recherché. Si vous voulez, je vous montre sa figure. Il n'est oui, pas loin de moi. je l'ai Oui, vu, oui, je l'ai vu sur oui. Internet. Alors, Et, vous l'avez construit comment? Comme un guide? oui, c'est par alphabet. C'est un D'accord. guide qui est par lettre alphabétique. Voilà.
D'accord. Et vous avez eu des retours quand vous assistez à des salons sur les pierres précieuses? Vous avez des dédicaces? Comment ça se passe? Écoutez, pour ce livre-là, ça fait très longtemps que je l'ai écrit, donc je ne sais même plus la date, mais ça fait très très longtemps, et donc je sais qu'il est toujours recherché par Internet. Je ne sais pas, j'en sais pas plus. Là, on a fait un tour très rapide et en tout cas, c'était passionnant de vous écouter. Merci pour ces débuts d'information et nos lecteurs seront ravis d'aller consulter Homo lapidibus, Homo lapidibus, la passion des pierres. Et c'est vraiment une série d'anecdotes et de vécus extraordinaires. Merci Anne de Journel. Merci beaucoup. Merci. À bientôt.